si selon la Bruyère, tout est dit et l'on vient trop tard depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent, après 17 livres, a-t-on le sentiment d'avoir tout dit? Vos interrogations existentielles, métaphysiques, votre perception du monde, etc. J'espère que non. Oh non. Je pense même d'ailleurs le contraire. Non, je dirais le métier d'écrivain a cet avantage que, je dirais, oui, offre cet avantage de ne pas être limité par le temps qui passe. Non, au contraire. Je pense que pour moi, l'écriture, ça a été un remède à la pudeur. C'est-à-dire que l'écriture a été pour moi une façon d'écrire tout ce que je n'aurais pas été capable de dire à haute voix. Donc, chaque année, je dirais, chaque année, c'est un combat qui est un peu mené contre cette pudeur. Donc non, j'ai pas du tout l'impression d'avoir tout dit, au contraire. J'espère d'ailleurs pouvoir en dire plus. D'accord. Justement, je me demandais, qu'aimeriez-vous dire encore ou dire autrement Écoutez, il y a énormément de sujets sur lesquels j'ai envie encore de m'exprimer. Pour l'instant, vous savez, j'ai toujours essayé... J'ai essayé au travers de mes 17 romans d'aborder, entre guillemets, des choses sérieuses, mais sans jamais me prendre au sérieux moi-même. Donc d'aborder des thèmes de société qui me touchent, mais d'essayer d'en parler au travers de la vie des personnages. Je prends plus de plaisir à partager des questions qu'à essayer de prétendre que je suis détenteur d'une réponse universelle. Et j'ai plus envie de susciter des débats et des interrogations plutôt que de prétendre à un savoir omnipotent. Donc, ayant l'esprit curieux et étant très amoureux de la vie, il y a encore énormément de choses que j'ai envie d'explorer et de choses dont j'ai envie de parler. Des choses de notre société, des choses qui nous touchent. Parfois, parfois on aborde des choses dans le feu de l'actualité, et puis parfois on prend un petit peu de temps et un peu de recul, et on peut parler des choses avec un léger différé et avec peut-être plus d'humilité, plus de recul. Donc il y a encore des tas de sujets que j'ai envie d'aborder. Bien sûr, par exemple, la situation tragique de ce que l'on appelle les migrants, quelque chose moi qui me touche énormément et qui me touche quotidiennement, et j'y pense beaucoup, et je cherche, et peut-être qu'il me faudra des années pour cela, mais je cherche la façon d'en parler un jour, la façon de réhumaniser tout cela dans mon tout petit prisme. Mais il y a plein de sujets comme ça que j'ai encore envie d'aborder, des sujets de société, des sujets de la vie, des sujets de notre quotidien. Dans L'Horizon à l'envers, comme dans beaucoup de vos romans, il me semble que la science-fiction sert une lutte acharnée contre la mort que vous semblez considérer comme le néant. Et alors, je me demandais, est-ce que l'espoir d'une éternité n'existe pour vous que dans la vie terrestre avec le recours de la science? D'abord, c'est pas de la science-fiction, parce que dans l'horizon à l'envers, ce dont je parle, c'est de ce que la médecine pourra probablement, ce que la médecine et la science pourront peut-être nous apporter, et nous apportent déjà, c'est-à-dire le prolongement de la vie, et puis peut-être aussi la façon de mieux percevoir, de mieux comprendre ce qu'est la conscience humaine et ce que nous sommes. La question identitaire, je crois, est au cœur de chacun de mes romans. Non qu'elle m'obsède, mais je la trouve passionnante. Donc la question de l'identité, de ce qui fait ce que nous sommes, de ce qui nous différencie des autres, de notre différence, de la façon dont on perçoit la différence de l'autre, avec peur ou au contraire avec curiosité, la diversité du monde, qui fait peur à énormément de gens et qui au contraire aiguise l'appétit d'autres et crée la curiosité. Bref, l'envie de repousser les limites du possible, tout ça est au cœur de mon travail et de la matière qui m'intéresse et de ce qui me passionne. Je crois que le rapport à la mort, entre guillemets, qui d'ailleurs n'est pas du tout au cœur de tous mes romans, hein, c'est beaucoup plus celui qui est lié à la séparation avec les gens que l'on aime qu'à la mort en elle-même.
je suis comme chacun, je n'ai aucune idée de ce qui se passe après. La seule chose dont je sois certain, c'est que une fois que les gens sont morts, on ne les voit plus. Et ils vous manquent cruellement. Et leur éternité ne réside en aucun cas dans leur gloire ou dans leur, entre guillemets, réussite ou échec. L'éternité d'un être humain réside dans le sentiment qu'il laisse derrière lui. Si vous avez perdu vos parents ou un proche, son éternité réside dans le sentiment que vous continuez de lui porter. Il y a une phrase que je trouve très jolie qui consiste à dire que quelqu'un ne meurt que lorsque l'on cesse de penser, enfin quelqu'un ne meurt vraiment que lorsque l'on cesse de penser à lui. Donc L'Horizon à l'envers est beaucoup plus un roman sur l'éternité du sentiment que sur l'éternité de la vie en elle-même. Est-ce qu'il se pourrait qu'un jour, cette notion d'éternité apparaisse dans l'un de vos prochains romans, peut-être de manière vraiment spirituelle, dans la recherche d'un au-delà ou dans un questionnement sur l'au-delà, plutôt que sur la vie et ce que peut faire la science pour repousser la mort? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas croyant et je n'ai jamais versé dans l'ésotérisme. Alors tout dépend de ce que vous appelez l'au-delà. Par exemple, il y a un très joli roman de Mitch Albom qui s'appelle Les 5 personnes que j'ai rencontrées là-haut, me semble-t-il. Enfin, peut-être que j'abîme un peu le titre, mais ça doit être quelque chose comme cela. Alors si entre guillemets, si l'expression de cet au-delà finalement est très terrestre, très humain, oui, sûrement. Mais sinon, non. Si vous deviez choisir un unique trait d'union entre vos 17 livres, quel serait-il? Je crois que ce qui caractérise, ce qui est peut-être commun à mes 17 livres, c'est que mes 17 livres sont ce qu'on appelle, les Américains appellent ça des histoires qui sont character-driven, ça veut dire dont finalement l'histoire est tractée par les personnages qui la font. Ce sont les personnages qui font l'histoire et mon histoire qui fait les personnages. Mes personnages de romans sont finalement des gens ordinaires qui sont confrontés à des situations extraordinaires et qui vont les transformer et qui vont modifier leur point de vue, qui vont modifier leur perception du monde, leur perception de l'autre, et qui vont les ouvrir aux autres et à eux-mêmes. Et puis la dernière chose, c'est que je crois que j'ai été marqué dans mon enfance par une littérature et par un cinéma où l'empathie que l'on avait avec les personnages vous donnait envie d'être. Par exemple, les personnages de Hugo vous donnent envie d'être bon. Les personnages de Romain Gary vous donnent envie d'aimer. Et je crois que c'est ça qui me motive dans mon métier d'écriture. C'est l'envie de partager avec les lecteurs une envie d'être soi, une envie d'aimer les autres, une envie d'avancer dans la vie, une envie d'aimer tout court. Donc voilà le trait d'union, je crois, qu'il y a dans tous mes romans. 17 livres, donc une œuvre très prolifique, qui pourrait tenir peut-être au rythme de votre style qui est souvent qualifié de page-turning. Donc votre style est haletant. Est-ce que vous sauriez expliquer d'où vient ce tempo, cette sorte d'urgence que l'on ressent dans votre style? Très franchement, je crois que c'est lié à cette pudeur dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quelque part, je suis presque gêné à l'idée que quelqu'un prenne de son temps pour me lire. Voilà, c'est à chaque fois que je reçois un courrier de lecteur ou que quelqu'un me dit avoir lu mon livre, je me sens tellement reconnaissant à l'égard de cette personne, finalement, de m'avoir offert ce que nous avons de plus précieux au monde, c'est-à-dire le temps. Et donc, je me sens toujours gêné à l'idée, peut-être, de faire perdre de son temps à un lecteur dans des circonvolutions inutiles, ou que je trouve inutiles, peut-être à tort, mais que je trouve inutiles. Je sais que, par exemple, dans mes premiers romans, j'avais le défaut, par envie de raconter, peut-être, d'avoir trop de détails, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire de parfois trop détailler les situations, les scènes. Et c'est quelque chose que j'ai cherché à corriger avec le temps, parce que ce qui me motive le plus, c'est de raconter l'histoire. Et je trouve ça tellement miraculeux qu'un lecteur m'accorde de son temps
que l'idée de lui en faire perdre en me regardant écrire, si vous voyez ce que je veux dire, en prenant des postures, quelque part me gêne, peut-être par l'humilité, par timidité aussi, par pudeur. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, je n'ai jamais eu l'envie, entre guillemets, de faire des page-turners. D'abord parce que ça ne veut rien dire. On dit tellement, il y a tellement de banalités qui sont dites sur les livres. Vous voyez là, par exemple, quand je lis auteur de best-seller, c'est quelque chose qui me fait rire parce que imaginez, vous vous levez pas un matin en vous disant je vais écrire un best-seller. C'est quelque chose. Un best-seller, c'est une décision qui n'appartient qu'au lectorat, pas à l'auteur. C'est-à-dire qu'il y a eu, si un livre a la chance de rencontrer son public et un grand lectorat, un, c'est un miracle, deux, c'est un immense bonheur pour l'auteur, et vous vous rendez compte de la présomption et de la prétention qu'il faudrait pour imaginer qu'on va écrire un best-seller. Bon. Donc, et pareil, cette notion de page-turner, comme si on calibrait les livres pour que le lecteur tourne les pages. Si une telle chose existait, tous les livres seraient des best-sellers. Et c'est pas le cas. Donc, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu envie, pour répondre à votre question, d'écrire des page-turners, mais j'ai toujours eu une vraie pudeur et une vraie gêne à l'idée de faire perdre du temps. Voilà. Auriez-vous le souhait, du coup, de vous illustrer un jour dans un style plus lent, sans aller, bien sûr, jusqu'à la littérature russe, mais un tout autre style plus lent? Je l'ai fait avec 3 romans. Avec Le Voleur d'ombre, avec Les Enfants de la Liberté, et quelque part avec Une autre idée du bonheur, où j'avais poussé le bonheur de l'écriture dans ce rapport dont je vous parlais, qui est celui de l'histoire qui naît de la vie des personnages et non pas des personnages qui subissent l'histoire. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir tout en restant modéré je dirais, entre guillemets, la langueur du texte. Parce qu'il faut comprendre aussi une chose, c'est qu'un écrivain doit écrire dans son siècle et pas dans les siècles précédents. Vous ne pouvez pas écrire au XXIe siècle comme on écrivait au XVIIIe ou au XIXe. C'est pas possible. Parce que nos habitudes de lecture ont changé radicalement. Donc, vous êtes obligé d'écrire. Je pense qu'un écrivain doit écrire dans son époque. Et alors, auriez-vous des ambitions de lecture non réalisées, comme par exemple lire toute l'œuvre de Valéry Giscard d'Estaing? C'est très drôle. Pourquoi lui? Je sais pas, ça nous est venu comme ça. Ah oui, c'est intéressant comme choix. Vous voulez qu'on en parle? En parler. Pourquoi? Je sais. Peut-être que la personne qui a choisi, particulièrement Valéry Giscard d'Estaing, si j'ai des ambitions de lecture non réalisées, écoutez, si un jour j'ai vraiment le temps, je relirai avec plaisir l'œuvre de Victor Hugo. C'est-à-dire que je crois que, par exemple, j'aimerais relire l'œuvre de Victor Hugo quand j'aurai, par exemple, 70 ans, pour voir si la lecture de cette œuvre qui a marqué ma jeunesse se fait sous un prisme différent quand une partie de la vie a passé. Voilà. Je sais que je relis souvent Romain Gary. Je relis souvent, par exemple, Clair de Femme, pour savoir si je le vis différemment. Et peut-être avec cette espèce d'idée de me dire si un jour le roman me touche moins, c'est que j'aurais pris un coup de vieux. Mais sinon, peut-être pas celle de Valéry Giscard d'Estaing, non que j'ai quoi que ce soit contre lui, mais parce que la lecture les livres des politiques aujourd'hui ne me paraissent pas souvent à la hauteur des enjeux de la vie que nous menons. Quoique, je vous surprendrais en vous disant avoir le souvenir d'avoir lu son premier livre il y a longtemps,
j'avais lu le premier livre, que j'avais trouvé très intéressant, parce qu'il était plus historique que politique, si ma mémoire est bonne, et qu'il racontait des choses assez passionnantes sur la chute du mur de Berlin, sur les rapports qu'il avait avec Helmut, je crois que c'était Helmut Kohl à l'époque, non, c'était Willy Brandt, pardon, euh, et, euh, et sur le rapprochement de la France et de l'Allemagne dans l'après-guerre, et de la partie, voilà, cette partie historique de la constitution de l'Europe. J'avais trouvé son livre beaucoup plus un livre d'historien qu'un livre de politique, et il m'avait intéressé. Je le détenais là. Oui. En tant qu'auteur, est-ce que vous pensez qu'on peut aider la jeune génération d'auteurs, comme le fait Lectote, en leur mettant le pied à l'étrier face aux éditeurs? Ah oui, bien sûr, évidemment. Évidemment. Écoutez, soyons très clairs. La publication d'un livre relève de la conjonction de deux choses. La première chose, la qualité du manuscrit. Et la deuxième chose, la chance. C'est-à-dire la chance qu'un manuscrit de qualité arrive au bon moment dans les mains d'un éditeur. Je dis au bon moment parce que on me pose très souvent la question des comités de lecture. Et un comité de lecture, ce sont des êtres humains. Donc le même manuscrit qui tombe dans les mains d'un éditeur le jour où sa femme l'a quitté ne va pas être lu de la même façon que vous voyez, le jour où il a, j'en sais rien, il a enfin, revu son meilleur ami, bref, vous comprenez. Donc il y a un facteur humain qui est déterminant dans la perception du manuscrit. Alors, je parle à qualité égale, évidemment, parce qu'il y a... parce que pour qu'un manuscrit soit publié, il faut qu'il soit au minimum bien écrit, et que l'histoire vaille la peine d'être racontée. Moi, vous savez, à chaque fois que j'écris une histoire, avant de rendre mon manuscrit à mon éditeur, je me repose, et même au bout de 17 romans, une question essentielle, qui est: à quoi sert cette histoire? Qu'est-ce qu'elle raconte? Est-ce que on parlait tout à l'heure de la pudeur par rapport au lectorat. Est-ce que cette histoire est suffisamment intéressante pour que j'ose demander à un lecteur, quel qu'il soit, même un seul, de prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures de sa vie pour la raconter. Bon. La deuxième chose que je pourrais vous dire sur l'édition, parce que je reçois énormément de courriers de gens qui me demandent des conseils, et je suis obligé de leur répondre à chaque fois, mais vous savez, moi je ne suis qu'un auteur, je ne suis pas un éditeur. Et mon avis ne peut être que l'avis d'un lecteur parmi d'autres lecteurs. Je n'ai pas l'avis, vous voyez, je n'ai pas un avis entre guillemets professionnel. Donc, l'idée, si vous voulez, que le comité de lecture, entre guillemets, s'ouvre au grand public, et que finalement les lecteurs, ceux pour lesquels on écrit, décident ensemble de découvrir de nouveaux auteurs, c'est quelque chose de formidable. Vous voyez, pourquoi au contraire, c'est quelque chose de formidable, et qui va même d'ailleurs et qui bénéficiera aux éditeurs. Oui. Bien sûr. Donc ça, c'est très joyeux. Et c'est très joyeux que ça soit justement que cela soit une initiative de lecteurs qui vont partager leur coup de cœur, qui vont permettre à la littérature de s'enrichir d'une plus grande diversité. Il ne faut pas que ça n'est pas le cas d'ailleurs en France, hein, soyons clairs, avec le nombre de romans qui sont publiés en France. Moi, j'ai souvent entendu des gens se plaindre de l'excès de livres qui sont publiés en France. Écoutez, moi je trouve que là où il faut se plaindre, c'est quand il n'y en a pas suffisamment, parce que ça veut dire que la pensée est étroite, hein, et l'ouverture d'esprit aussi. Donc non, je trouve que c'est une très belle initiative.